Là, on va passer au volet où on pose vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous présente le Dr Hébert qui est immuno-allergo au CHU de Québec depuis des années. Puis même, j'ai même pas besoin de le présenter tellement il est déjà connu. Donc, bonjour Dr Hébert. Bonjour. Sans plus tarder, on va commencer avec la période de questions parce que j'ai quand même passablement de questions provenant des patients. Donc, la première interrogation qu'on a ici, c'est la durée de vie des médicaments après la date d'expiration. Tu sais, on entend souvent parler, Dr Hébert, que oui, sur les médicaments en général, il y a une date d'expiration, mais quand même que le médicament est expiré. Quelques mois par après, ça n'a pas grand facteur ou grand changement. Est-ce que cette théorie-là s'applique au traitement qu'on emploie pour l'angioïdème héréditaire? C'est une bonne question. En fait, la réponse, c'est que ça va varier un peu du médicament qu'on utilise. Lorsqu'on parle du traitement avec le Berinert ou les inhibiteurs du CA, c'est un produit biologique qui est quand même beaucoup plus sensible aux variations que d'autres. Et en conséquence, ça peut-être pas, ce ne serait pas prudent, à mon avis, de le prendre au-delà des dates prévues. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que lorsqu'une date de péremption est indiquée sur la fiole ou la bouteille, ben, cette date de péremption-là a été validée. Ça ne veut pas dire que le médicament, effectivement, ne pourrait pas durer plus longtemps, mais ça n'a pas été étudié. Et moi, je veux dire, dans le contexte de l'angioïdème héréditaire, où les crises peuvent être quand même sévères, vous le savez, je serais malheureux de constater qu'un patient s'est donné une dose périmée, puis que ça n'a pas répondu comme il aurait fallu que ça réponde. Alors donc, pour les fins de sécurité, tout ce qu'on peut dire, c'est que la date de péremption qui est là, qui est quand même assez longue quand même, a été validée dans de nombreuses études pour chacun des médicaments. C'est sûr que les médicaments plus chimiques, comme le Takhzyro, on peut penser que sa survie va être plus facile, va dépasser un peu la date de péremption indiquée, mais pour les mêmes raisons, je pense que c'est pas logique dans une situation où on a une pathologie qui peut donner des réactions, des symptômes, des crises sévères. Ce n'est pas logique de prendre une chance à ce niveau-là. Parfait. Donc, si je résume bien, on ne se casse pas la tête, on suit les indications, puis pour être sûr d'avoir un traitement qui est optimal. Autre question qui a été posée toujours à peu près dans la même gamme. Ça arrive souvent que des gens vont se poser la question, est-il possible de faire une surdose de médication, que ce soit le Berinert, le Haegarda, le Firazyr, le Takhzyro, et ainsi de suite. Y a-t-il un danger quelconque à ce que justement une surdose puisse arriver parce que certains patients vont avoir besoin de plus d'une dose? Et oui, certains patients aussi le savent qu'on doit respecter un certain délai entre les doses, mais au final, on peut-tu en conclure qu'il y a un danger potentiel ou non? Encore une fois, ça va dépendre du médicament qu'on utilise. Vous avez fait référence au Takhzyro. Ça, c'est un anticorps monoclonal humanisé qu'on appelle, ou humain. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, le danger de doses plus élevées est pour l'instant très minime parce que des anticorps de ce style-là, dans notre corps, on en a probablement des millions et des millions. Donc, à ce niveau-là, il n'y a probablement pas de danger de surdose pour ce type de produit-là. Pour les produits dérivés du sang, par exemple, comme le Berinert ou les équivalents, il est certain que les très hautes doses sont associées à des effets secondaires puis des risques de thrombose et d'hyperviscosité au niveau du sang. Donc, je pense que pour les produits dérivés du sang qu'on connaît, je pense que c'est important de respecter quand même une dose maximum parce qu'il y a quand même des effets secondaires qui ont été rapportés avec des doses élevées dans la situation où ça a été utilisé.
Parfait, merci. Tu sais, souvent, ça peut arriver aussi qu'il y a des cas où un patient fait une crise, puis il doit traiter vraiment dans l'immédiat, que ce soit une crise laryngée, surtout, où le patient va se donner une injection de Férazir, puis par la suite, on sait communément qu'on peut aussi suivre avec une dose de Bérinaire. OK? Ça, c'est un fait. Est-ce que l'inverse aussi existe, puis y a-t-il un danger ou une complication à ça? À donner les deux, un en arrière de l'autre? Oui, Férazir et ensuite Bérinaire, ou Bérinaire. Il n'y a pas de contre-indication dans un sens ou dans l'autre. Okay. Les deux médicaments ont des effets complètement différents et leurs effets secondaires ne s'additionnent pas. Les effets bénéfiques qu'eux autres peuvent s'additionner, par exemple. Alors donc, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de contre-indication à donner l'un et l'autre des médicaments d'un laps de temps relativement court. Parfait. On va changer complètement de volet, de catégorie. Une question aussi qui nous a été posée, puis également que moi je voulais soulever, c'est au niveau des comorbidités en ce qui concerne l'angioédème héréditaire. Vous, Dr Hébert, qui est un des médecins qui avait vu et qui voyait le plus de patients atteints de la maladie, avez-vous observé des comorbidités qui sont un peu apparentes chez un certain nombre de patients? Donc, les comorbidités se ressemblent, je vous donne à titre d'exemple, un patient, peu importe qui souffre du type 1, type 2 ou du type 3, mais que certains patients qui souffrent de peu importe quel type ont des symptômes de fibromyalgie, par exemple. Écoute, je pense que les comorbidités auxquelles vous faites référence ne sont pas nécessairement typiques et nécessairement associées à l'angioédème héréditaire. Les seules comorbidités qui sont vraiment liées à la maladie, c'est celles qui touchent le stress et les conséquences du stress que la maladie peut causer. Mais d'autres pathologies particulières peuvent évidemment survenir chez les patients avec angioédème héréditaire, puis peu importe lesquels. Mais en général, c'est pas associé directement. C'est certain qu'un patient, par exemple, qui a été traité dans les années précédentes, par exemple avec de la cortisone, peut avoir des conséquences de son traitement dans ce contexte-là, puis ça peut se refléter plus tard par toutes sortes de pathologies cardiovasculaires. Mais pour résumer, je ne pense pas qu'il y ait de pathologie précise, physique, associée à l'angioédème héréditaire comme telle. Mais n'importe quelle pathologie peut arriver en même temps que l'angioédème héréditaire. Donc, on peut avoir n'importe quelle autre forme d'arthrite ou forme de fibromyalgie ou peu importe la pathologie. Ils peuvent accompagner l'angioédème héréditaire, mais ils surviennent de façon indépendante et il n'y a pas de lien pathophysiologique entre les deux. Parfait. Au niveau, là, je vais vous poser une question au niveau des répercussions des crises. Si on prend un cas X, puis cette personne-là a une crise abdominale, doit se présenter à l'hôpital, puis les douleurs sont quand même assez intenses, a subi son traitement, puis ainsi de suite. Puis la problématique souvent qui est observée, c'est un retour au travail qui est un petit peu trop précoce parce qu'il y en a beaucoup qui ont le syndrome de Superman, Superwoman, puis que par après, ça fait plus aggraver leur cas que d'autres choses. Quand un patient subit un trauma ou une crise quand même relativement importante, quel est le délai suggéré de repos? C'est une bonne question. Évidemment, ça va varier probablement d'un patient à l'autre, mais une crise abdominale, en principe, dure plus qu'une journée, dure déjà en partant quelques jours. Et avant que le patient ait récupéré comme il faut, je pense qu'on ne peut pas penser à une vie normale en dedans de quelques jours. Moi, je dirais que quand le patient n'a plus de symptômes, qui est complètement asymptomatique, il pourrait probablement reprendre les activités normales qu'il faisait, mais il faut attendre d'être complètement asymptomatique avant de reprendre les activités.
Alors, moi, je pense que il n'y a pas de... Encore une fois, c'est du cas par cas, individuel, parce que ça va varier énormément d'un patient à l'autre selon la sévérité de sa crise, selon ses antécédents aussi. Si on sait qu'un patient, il va traîner de la patte pendant une semaine ou deux après une crise abdominale sévère, mais ce patient-là, là, à cet épisode-ci, va faire la même chose. Et je pense qu'il faut ajuster les recommandations selon ce que le patient a vécu dans le passé aussi, associé à ces crises. Parfait. Ensuite, j'ai une question. On se concentre un petit peu plus le type 3, le négligé un peu, entre guillemets, parce que c'est lui qu'on a le moins de données. Il y a plusieurs patients qui se posent la question suivante, c'est y a-t-il un test spécifique qui permet de conclure qu'un patient est atteint du type 3 ou plus régulièrement appelé maintenant C1 inhibiteur normal? C'est une excellente question, ça aussi. On aurait bien aimé trouver une réponse intelligente, mais voici. La définition du type 3 dans le consensus international mondial et celui canadien qui a été publié l'an passé, c'est des patients qui ont des symptômes d'angioëdème héréditaire tant cutané que digestif, un. Deuxièmement, qui ont une évaluation négative en termes de dosage du complément dans le sang, donc il n'y a pas de déficit de C1 inhibiteur, 2. Puis troisièmement, qui ont une histoire, qui ont une certaine hérédité, laquelle hérédité peut se mesurer ou bien par la détection d'une mutation génétique comme le facteur 12, ce qui est quand même rare au Canada, ou bien une histoire familiale incluant plusieurs membres d'une même famille. Alors ça, c'est la définition officielle. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Si on avait un test qui nous permettait de mesurer la bradykinin, puis peut-être que ça s'en vient, on serait peut-être capable de détecter, parce que notre défi, c'est de détecter les patients qui ont un type 3. Puis à côté du type 3 classique que je viens de définir, il y a tout un autre sous-groupe de patients qui ont des angioëdèmes récidivants aussi, puis pour lesquels ils ne fitent pas dans aucune des catégories que j'ai mentionnées. Dans ceux-là, il y a probablement une bonne portion qui sont des vrais type 3 aussi au sens large, où on l'entend, puis on ne peut pas rien faire pour eux autres parce qu'il leur manque une histoire familiale, il leur manque des éléments qui nous permettraient au moins de suggérer un diagnostic. Alors, on a besoin d'un test qui va nous permettre de mesurer la bradykinin le plus possible pour être capable de détecter ces patients-là éventuellement. Dont l'étude du docteur Marceau, qui va nous permettre d'arriver vraiment à une solution potentiellement qui va nous permettre d'aider à trouver le gène ou quoi que ce soit pour le type 3 ouais. Et de là pouvoir le traiter. Mais, même l'étude génétique, actuellement, il y a 4 ou 5 gènes qui ont été décrits associés au type 3, mais il va rester toujours une grosse partie de cette population-là pour laquelle on n'a pas encore détecté d'anomalies génétiques. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne l'ont pas. Alors donc, l'étude génétique complète, la mesure du génome complète chez ces patients-là, pour nous aider à préciser et à trouver peut-être des anomalies génétiques qui vont permettre de raffiner nos outils diagnostiques. Mais il reste que il y a des patients chez qui on ne trouvera rien, peut-être parce que la science n'est pas encore assez avancée ou n'importe quoi, mais puis qui ont des symptômes classiques d'angioëdème. Et ces patients-là, tant qu'on n'aura pas un test qui va nous permettre de mesurer vraiment la bradykinin, on va être toujours un peu limité. L'étude du Dr Marceau, dont elle faisait référence, est pertinente parce qu'ils vont essayer de mesurer avec une expertise qui a été développée en Allemagne, la bradykinin dans des situations où on sait qu'elle devrait être produite chez les patients avec angioëdème. Si ça fonctionnait comme prévu, ça va être un pas important pour vraiment raffiner nos outils. Parfait, merci. Là, j'ai une question pas mal plus technique, puis je pense arrêter
plus Isabelle qui aurait été en mesure d'y répondre, mais je vous la pose quand même. Puis si vous n'avez pas la réponse, c'est pas plus grave, on passera à une autre question. Par quoi peut-on remplacer les estrogènes qui aident à diminuer les effets secondaires de la préménopause et de la ménopause? C'est sûr que c'est une bonne question, effectivement. On n'est pas ici à l'aise avec ça, tant que ça. Mais l'idée, c'est évidemment, on essaie d'enlever les estrogènes. Ça peut être remplacé par la progestérone, qui est un autre associé hormonal. Le problème qu'on a ici, cependant, c'est que les produits de progestérone ne sont pas aussi puissants que ceux qu'il y a en Europe. Donc, les résultats sont un peu moins probants. Mais tous les efforts pour que les estrogènes soient le moins possible présents sont quand même importants. Mais nos outils pour remplacer sont plus faibles ici que ce qui est disponible en Europe, malheureusement. Ben, c'est-tu quelque chose qui s'en vient ici ou on peut même pas y penser, là? Écoute, je pense que c'est une question économique ici. Pour faire entrer un nouveau médicament au Canada, il faut que la compagnie applique. Pour appliquer, ça coûte des sous puis du temps. Puis il faut que la compagnie ait un intérêt à développer ce marché-là. Alors, puis comme il y a déjà des compétiteurs dans ces marchés-là aussi pour lesquels la dose n'a pas d'importance parce qu'ils n'ont pas d'angioédème héréditaire, alors ça va être difficile de convaincre une compagnie de faire ce cheminement-là, à mon avis. Parfait. On prend un autre cas, un enfant qui souffre d'AOH, OK? Peut-il recevoir une vaccination dite normale, entre guillemets? Je donne des exemples. La varicelle, la coqueluche, et ainsi de suite. Ou il y a des recommandations à observer ou quelque chose de spécifique? Non, en fait, il n'y a pas de raison que cet enfant-là ne soit pas vacciné selon la cédule normale de vaccination au fur et à mesure qu'elle se présente. Ces patients-là ne sont pas immunodéficients et leur système de défense fonctionne très bien et puis ils ont avantage en bout de ligne à être vaccinés. D'autant plus avantage que les infections virales peuvent être des triggers, des stimulants, des déclencheurs de crise. Fait que plus tu vas être capable de prévenir les crises, meilleur tu vas être en bout de ligne. Tout à fait. On a entendu parler d'un traitement, puis je ne sais pas si c'est, dans votre cas aussi, vous en avez entendu parler, qui est le Berotralstat, que l'on prend une fois par jour. C'est un comprimé. Mm-hmm. J'explique un peu pour les patients qui sont à l'écoute. Qu'est-ce que c'est en tant que tel, ce médicament-là? Il est-tu disponible au Canada? Il est-tu en période de test, d'études quelconques sur des groupes de patients? C'est-tu quelque chose qui s'en vient? Puis c'est pour quel type d'AOH? Bon, le Berotralstat, c'est un anti-calicréine comme le Takhzyro. Okay. Même famille de médicaments. Un. Deuxièmement, c'est donné par voie orale en comprimé au lieu d'être injecté. Mais c'est un comprimé qu'on prend tous les jours. Il est accepté maintenant au Canada comme médicament. Maintenant, il faut qu'il soit accepté par chacune des provinces avant qu'il soit distribué sur le marché. Mais la première étape, c'est de franchir Santé Canada et cette étape-là, elle est franchie aujourd'hui. Alors, c'est un médicament qui va arriver sur le marché pour pas si long que ça. Il y a encore du travail administratif à faire, mais au moins, on peut penser que dans un avenir pas si lointain, les patients vont avoir le choix entre des thérapies orales ou des thérapies sous-cutanées, celles qu'on connaît déjà. Parfait. C'est des bonnes nouvelles. Good. Oui. Une autre question. En quoi diffère l'angioédème idiopathique de héréditaire? Ben, idiopathique, dans le fond, c'est un terme qui souligne à peu près notre ignorance d'être idiot. Parce qu'on n'est pas capable de trouver la cause. OK.
Alors, c'est des angioédèmes qui surviennent comme un nuage d'un ciel bleu, sans cause, sans raison, pour lequel le bilan est toujours normal, pour lequel il n'y a pas d'évidence d'allergie, il n'y a pas d'évidence de cause importante ici. Et quand les épisodes ne sont pas trop fréquents, ben, on va appeler ça angioédème idiopathique. Puis c'est probablement le groupe de patients qui pourraient faire partie du type 3, qui ne le font pas parce que il n'y a pas d'hérédité, il n'y a rien d'autre. Alors, mais c'est des patients pour qui, puis je souhaiterais qu'une partie de ces gens-là, ça serait vrai, pour qui doser la bradykinin serait un avantage majeur. Ces patients-là aussi, souvent répondent moins bien aux antihistaminiques et souvent requièrent de la cortisone pour régler leurs problèmes quand ils arrivent. Et qu'ils font un angioédème comme ça veut durer 2, 3 ou 4 jours. Alors donc, c'est le groupe de patients qu'on classifie en dehors du type 3 des inconnus et pour lesquels on n'a aucune idée de ce qui se passe, sauf qu'ils se comportent comme un angioédème de type bradykinin, mais on n'en sait pas plus parce qu'on n'a aucun autre moyen de mesurer des paramètres chez ce groupe de patients-là. Est-ce que c'est des patients qui répondent bien au traitement qu'on offre déjà pour l'angioédème héréditaire? Ça n'a pas été testé d'une façon très... Il n'y a aucune étude qui a été faite dans ça, c'est bien sûr, et ça n'a pas été testé, peut-être quelques anecdotes ici et là, mais on pourrait pas de conclure à ça. Ça serait intéressant de prendre ces patients-là et de les traiter avec un Firazyr, par exemple, qui est un médicament d'urgence en crise aiguë, pour voir s'ils répondent bien. Mais ça n'a jamais été fait d'une façon systématique, c'est sûr. OK, merci. Un des symptômes qui est le plus souvent observé au niveau des patients, c'est la fatigue. OK? Est-ce que ce symptôme-là est observé aussi souvent chez les enfants? Ben, chez les enfants, je pense que c'est moins fréquent. D'abord, il faut comprendre que pour les enfants, la plupart du temps, ils vont avoir des symptômes importants à la fin de la deuxième décennie, à 17, 18 ans, 15 ans. Mais avant ça, la plupart des enfants ont peu ou pas de symptômes. Il y en a qui peuvent en avoir, mais peu ou pas. Alors, les symptômes qu'on connaît commencent souvent vers la fin, durant l'adolescence, pour se prolonger durant la vie adulte. Alors, mais ces patients-là ont le même profil clinique que les adultes pourraient avoir. Et fatigue et frustration et stress font partie de leur quotidien aussi. Parfait. Une avant-dernière question qui nous a été rapportée par un patient. Selon santé.net, OK, le cœur, les poumons, les reins, le cerveau peuvent être affectés. Ouais. C'est quoi votre opinion là-dessus? Ben, ça a été décrit. Une atteinte cérébrale a été décrite à quelques reprises. Je me souviens d'un patient, ça a été décrit dans la littérature, un patient qui a été enfermé dans un hôpital psychiatrique pour des troubles d'allure psychotique. Et puis, quelques années plus tard, son frère s'est mis à faire de l'angioédème héréditaire. Et quand ils ont revenu voir le premier frère hospitalisé toujours, puis qu'ils l'ont testé, lui aussi avait l'angioédème héréditaire. Puis quand ils l'ont traité, son problème est revenu il est disparu. Donc, ça a été décrit pour toutes les parties du corps possibles. Ça a été décrit au cerveau, ça a été décrit au niveau pulmonaire, c'est quand même rare. Au niveau cardiaque, c'est quand même rare, mais ça a été décrit. Et il n'y a aucune partie du corps qui échappe à ça parce que c'est au niveau des vaisseaux sanguins, les récepteurs. Fait que partout où il y en a, il y a une susceptibilité d'avoir une réaction locale. OK. Ceci étant dit, y a-t-il des cas qui ont été répertoriés comme quoi leur condition au niveau pulmonaire a été aggravée? Pour que je le sache. Ça peut donner des crises pulmonaires, oui, mais comme je dis, ça a le même profil qu'une crise abdominale ou qu'une crise laryngée.
ça dure un certain temps, puis ça s'efface graduellement, puis ça n'a habituellement pas de séquelles, comme c'est le cas pour les crises abdominales ou laryngée ou n'importe laquelle. Fait que c'est pas connu comme étant capable d'aggraver une condition préexistante comme telle d'une façon particulière. Mais encore une fois, ici, c'est du cas par cas. Puis si vous avez un patient qui a une grosse pathologie quelconque, qui fait un angioëdème abdominal par-dessus ça, pour donner un exemple, qui a déjà, je ne sais pas moi, un cancer du côlon, ça n'aidera probablement pas sa cause. OK, parfait. Ça complète vraiment notre période de questions qu'on avait à partager avec vous. Je ne sais pas si vous aviez un point que vous vouliez souligner ou quoi que ce soit. Ben, moi, ce que je voudrais peut-être ajouter en terminant, c'est de dire que poursuivre un patient qui a un angioëdème, ça prend des outils. Et puis, par exemple, quand les patients qui sont suivis pour une hypertension, quand ils arrivent chez le médecin, ils ont leur feuille de pression artérielle qui peut lui montrer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les 3-4 derniers mois. C'est vrai aussi pour les patients avec du diabète. Quand ils arrivent chez le médecin, ça prend une liste de glycémie des quelques derniers mois pour être capable, pour permettre au médecin d'ajuster le traitement d'une façon adéquate. Dans l'angioëdème héréditaire, c'est la même chose. Ça prend un outil qui va permettre au docteur de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 3, 4, 5, 6 derniers mois, si vous le voyez aux 6 mois. Et puis, c'est important parce que, la mémoire étant ce qu'elle est, les gens disent qu'après 2 semaines, on a oublié ce qui s'est passé. Et si on demande comme docteur aux patients, bon Dieu, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 6 mois? Bien, il y a 2 semaines, j'ai eu un petit quelque chose, mais ils ne se souviennent pas, en général, du détail de ce qui s'est passé dans les derniers 6 mois. Alors, pour ça, il y a une application qui a été développée qui permet de capturer l'information au quotidien, semaine par semaine, chez les patients avec un angioëdème héréditaire, de sorte que le patient va être capable de se comparer lui-même 6 mois avant, 6 mois après, l'année passée, l'année d'avant. Il va être capable de se comparer lui-même, il va être capable de voir, de mesurer si les médicaments font effet, puis il va être capable de donner à son médecin un outil qui va lui permettre de vraiment bien comprendre la scène au complet de sa situation clinique. Alors, je pense qu'il faut en arriver de plus en plus à être capable d'utiliser ces outils-là, qui sont des outils extrêmement sensibles, très faciles à utiliser et qui vont permettre d'améliorer la qualité des soins parce que le suivi va être beaucoup plus articulé. Et puis, ça va aider aussi le patient à mieux comprendre les situations où il y a peut-être des problèmes. Alors, cette application-là, actuellement, une qui a été développée que la OHQ possède, est disponible sur toutes les plateformes possibles. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour savoir comment y accéder, comment l'utiliser, je suis certain que la OHQ va se faire un plaisir de vous supporter mur à mur. Exactement. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quelle application, c'est ça que vous avez vu durant la journée éducative qui est Hero, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et vous pouvez y avoir accès directement sur notre site Internet. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, communiquez avec nous à notre adresse courriel. Sur ceci, mais merci, Dr. Hébert. Merci à vous. Bonne fête de congrès.